Merci, chers téléspectateurs de l'émission Véracité. Nous vous saluons et vous disons bienvenue à ce numéro de votre magazine d'actualité. Véracité, c'est pour connaître la vérité sur différentes questions que vous vous posez là chez vous. Vous voulez nous envoyer vos SMS ou nous appeler, faites-les au numéro affiché en bas de vos petits écrans. Pour les internautes, écrivez-nous sur www.congomikililive.com. Alors, pour aujourd'hui, nous recevons pour vous l'ancien ministre de la Justice, le compagnon d'élite de M. Laurent Désiré Kabila. Il est président du parti patriote kabiliste d'Mzé. Il s'appelle bel et bien M. Moïse Nkongolo. Bonjour, M. Moïse Nkongolo. Bonjour. Ça fait un laps de temps. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien, très bien. Merci. Nous voulons vous rassurer, nous rassurer parce que il y a eu beaucoup de questions d'actualité qui se sont passées au pays. Nous n'avons pas suivi votre réaction. Certains disaient déjà que M. Moïse Nkongolo fait partie de la mouvance. Oh là là. Qu'est-ce que vous en dites? Non, ça c'est vraiment du mépris, ça. Ça c'est du mépris, mais ça ne me dérange pas du tout. Non, on est là. Dans les manifestations du 19, 20, 21, j'étais là au front avec les policiers, tout le monde le sait, m'a vu. On a tous bravé les dangers. Donc physiquement, je suis bien, et puis bon, politiquement, je suis toujours engagé pour les changements dans ce pays, c'est tout. On ne vous a pas vu, vous-même, vous n'avez pas été même interpellé comme les autres, ou bien vous jouez l'arrière-plan? Non, j'étais à l'avant-plan. Pourquoi on devrait m'interpeller? Pour quelle raison? Je suis un citoyen, je suis allé réclamer un droit dans la rue, et on s'est affronté avec les forces de la sécurité, et je n'ai rien fait, je n'ai rien cassé, je n'ai pas été un incivique, j'ai seulement affiché ma présence, afin que le peuple congolais sache que il y a des élites politiques qui sont là et qui sont physiquement engagées, pas seulement spirituellement, pas seulement sur le plan des convictions, mais aussi sur le plan des risques. J'étais là. C'est dans ce cadre-là que je me suis retrouvé. L'actualité oblige le président Moïse Nkongolo. Commençons par cet événement qui vient de se passer. Un groupe de jeunes sénégalais et d'autres burkinabés interpellés par l'Agence nationale des renseignements ANER pour dire que ces jeunes étaient soupçonnés d'entreprendre une activité terroriste. Ils étaient venus pour apprendre aux jeunes congolais comment déstabiliser les institutions en place. Bien qu'ils ont été relâchés en fait après la demande du président Macky Sall du Sénégal, ces jeunes aussi, rappelons qu'ils étaient aussi arrêtés avec un groupe de journalistes étrangers tout comme nationaux. Et ces derniers aussi ont été relâchés. Comment est-ce que vous avez en fait réussi cette nouvelle? Non, j'ai eu honte de mon pays. J'ai eu honte de mon pays. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Et c'était une démonstration claire que le pays n'est pas dirigé. Comment? Comme vous le savez. Non, c'est-à-dire que les services de sécurité, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça la démonstration, ils font ce qu'ils veulent. Après avoir créé un scandale, maintenant il était question que tout un gouvernement puisse venir libérer les bêtises commises par les services qui ne sont pas contrôlés. Ça c'est la conséquence. Vous savez, moi j'étais le chef de la sécurité ici. Jamais un scandale comme ça ne s'est passé. Ces jeunes gens-là, ce qu'ils ont fait. Ils sont venus, ils sont des ONG, ils sont venus parler de comment un peuple peut se comporter devant un danger d'une nation. Mais où est le mal? Je peux aller le faire aux États-Unis, personne ne me dira quoi que ce soit. Mais pourquoi est-ce qu'ici, on doit interpeller les gens en prison? Les jeunes gens qui viennent au pays pour apprendre à nos jeunes Congolais, souvent pacifiques, comment déstabiliser les je ne connais pas la matière qu'ils ont donnée. Un service de sécurité le pays... Mais la main sur ces jeunes gens, vous dites que c'est la honte du pays, monsieur. Non, vous supposez trop aussi. Vous supposez qu'ils ont commencé à enseigner comment déstabiliser un pays. Il y a eu de preuves avec des tenues militaires, avec... moi, je ne sais pas. Je ne suis pas entré là-dedans, mais il y a des versions officielles. Vous pensez que lorsque l'ambassade des États-Unis dit que oui, nous avons donné l'argent, c'était pour déstabiliser quelles institutions? On parle de quelles institutions d'abord? C'était un séminaire ouvert. Et ce n'était même pas un secret. Et quand ils sont venus, ils ont eu les visas de Guinée, n'est-ce pas, de notre gouvernement. Alors, dire qu'on est en train d'apprendre aux gens de faire la guerre, à Massina, je ne sais pas si c'était à Massina, qu'on est en train d'apprendre aux gens à faire la déstabilisation des institutions. Ça, moi, c'est quand même grotesque, ça.
Moi, je trouve que ce sont des choses simples. Il faut avoir eu des informations sur l'ONG et ce que l'ONG fait. Qu'on puisse dire aux Congolais qu'il faut qu'ils se libèrent. Et d'ailleurs, notre constitution nous donne ce droit-là, de pouvoir nous libérer des gens qui veulent forcer. Mais nous sommes dans un processus de forcer. Nous sommes dans un processus de forcer à rester au gouvernement. C'est ça qui commence à créer tous ces problèmes. Et je crois que la constitution est claire sur cette question. Il faut user la violence pour non, par tous les moyens, les stratégies. La constitution, moi je parle de la constitution, je ne parle pas de votre interprétation. Je suis en train de parler de la constitution. Le peuple doit se mettre debout lorsqu'il sent que l'homme veut se maintenir au pouvoir de force. Je dis bien de force. Et c'est le processus dans lequel jusqu'à preuve du contraire, dans notre pays, il n'y a pas encore eu les cas de force. Non. Le peuple est en train de prévenir, parce que nous sommes en train de voir tous ces glissements qu'on vient de faire, auxquels on vient de faire échec. C'est la tentative à quoi? Le maintien par force. Et le peuple a déjà vu loin. Et nous sommes là pour le veiller. Nous sommes là pour lui dire attention, attention, on va vous forcer à être dans un gouvernement dictatorial. C'est notre devoir et nous avons cette vocation. Et nous allons continuer à crier. Ceux qui sont venus de l'extérieur ne sont rien par rapport à ce que nous disons. Rien. Nous qui maintenons la constitution et les droits constitutionnels, nous parlons plus haut que ces gens qui de Burkinabé et les Sénégalais qui viennent parler de gens. Voilà. Donc c'était, pour moi, j'avais honte. C'est mon pays. Vous voulez dire que les jeunes Congolais eux-mêmes ne sont pas intelligents, il faut qu'un groupe de jeunes... C'est ce qu'on veut dire. C'est pas moi. Non. C'est ce que les autres veulent dire. Revenons nous-mêmes, s'il vous plaît. Les jeunes Congolais eux-mêmes ne sont pas intelligents pour suivre de plus près les cas de leur pays. Il faudra qu'un groupe de jeunes étrangers vienne ici les apprendre comment est-ce qu'il faut s'organiser pour pouvoir attaquer les institutions légalement établies. Moi, je ne sais pas le contenu. Vous me forcez à un contenu que moi je n'ai pas vu. Mais je dis, les jeunes Congolais ont droit d'avoir accès à l'information pour pouvoir décider de leur propre sort. Ils doivent avoir toutes les informations. C'est pour cela que nous allons à l'école. C'est pour cela que nous allons à l'école. C'est pour que nous ayons l'information, afin que nous puissions être capables dans l'avenir de pouvoir prendre soin de nous-mêmes. C'est ça l'objectif. Et de tenir compte de l'environnement dans lequel nous vivons. Mais il y a un séminaire qui vient se tenir pour vous donner plus de matière. Ça devient un problème de la sécurité vraiment. Moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas s'ils ont amené des armes ou mais d'après ce que moi j'ai appris. Et j'ai raison parce qu'ils sont déjà relâchés. Pourquoi on les a relâchés? Pourquoi? Si vraiment ils étaient un danger, ils ont présenté un danger, ce sont des mercenaires qui sont venus ici pour soulever les peuples. Pourquoi on les a relâchés? Vous étiez en CPI, M. Moïse Nkongolo, ministre de la Justice. À votre temps, allez-vous accepter qu'un groupe de jeunes étrangers vienne ici apprendre aux Congolais, aux jeunes gens congolais pacifiques qu'ils sont, comment est-ce qu'il faut s'en chercher contre les institutions en place? Nous revenons encore sur la matière. J'ai dit qu'à votre temps, qu'est-ce qu'ils ont? Non, je vais répondre à la question. D'abord, nous devons nous entendre sur ce qu'ils ont donné comme matière. Ça, c'est très important. Et s'ils sont venus ici pour pouvoir faire un coup d'État, je ne vois pas pourquoi on les a relâchés. Alors ça serait grave. Pourquoi on les a relâchés? Si moi j'étais ministre de la Justice, c'est la question que j'allais me poser. C'est quel genre de matière ils ont donné? Est-ce que ça nuit à nos institutions? Oui ou non? Si pas, il n'y a pas à les reprocher. Il n'y a pas à les reprocher. Ils sont libres. Et ils sont ici légalement. Alors, moi je ne vois pas. Les gens qui viennent faire préparer un cours d'État à Massina avec nos jeunes gens de Massina, vous dites qu'ils sont venus, ils ont donné de la matière pour pouvoir renverser les institutions et les lendemain vous les lâchez. Donc pour vous, si ces jeunes gens étaient venus réellement pour déstabiliser les institutions, ils devraient être jugés, bien sûr. Ils devraient être arrêtés et jugés. Ça, c'est atteinte à la sécurité de l'État, c'est très important. Mais je ne crois pas que c'est ça la situation. C'est pour cela qu'ils sont relâchés. Moi je vous dis, sinon une ambassade qui a financé ces situations n'allait même pas dire qu'elle était derrière ça. C'est tout simplement une honte qu'on est en train de vivre dans ce régime. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que si vous voulez nous envoyer vos SMS ou nous appeler pour beaucoup plus de contributions à cette émission, utilisez le numéro affiché en bas de vos petits écrans. Pour nos amis internautes, nous vous rappelons encore une fois, écrivez-nous sur www.congomikililive.com. Là, vous nous aurez, nous allons partager et vous allez aussi participer ou contribuer à cette émission. Monsieur Moïse Nkongolo, passons un peu à
à une autre question qui alimente les débats actuellement, c'est le calendrier global électoral qui a été publié par la Commission électorale nationale indépendante. Tout à fait. Vous, l'opposition, vous avez crié haut et fort. Nous avons vu tant des manifestations publiques organisées, sans en citer les événements malheureux du 19, 20 et 21 janvier. Oui. Alors, les gouvernements congolais, la Commission électorale nationale indépendante, ils ont prouvé, noir sur blanc, qu'ils sont légalistes et qu'ils veulent respecter la constitution du pays. Ils viennent de publier le calendrier global tel que vous-même vous l'aviez souhaité. Après, l'opposition surgit encore. Non, plus question de ce calendrier global. Alors il faut un dialogue. Non, voilà notre proposition de calendrier. Finalement, vous, l'opposition congolaise. Je vais vous dire qu'est-ce que vous voulez au juste. Dites la vérité à la l'opinion. En fait, on a l'habitude de dire la vérité. Oui. Et, premièrement, nous avions demandé le calendrier. Ils sont venus avec un calendrier partiel. Nous avons réclamé un calendrier global. Ils ont traîné avec ça. Et finalement, ils sont venus avec un calendrier condensé qui n'est pas réaliste par rapport au timing qui nous reste jusqu'à 2016. Parce que pour nous, vous devez le savoir, que c'est 2016 ou jamais. Et donc, ils sont venus avec ce calendrier-là. Nous, on n'a pas dit que c'était un mauvais calendrier. On n'a jamais dit ça. Et c'était de leur droit. Nous n'avons jamais dit que la CENI n'a pas usé de ses prérogatives constitutionnelles. Ça fait combien de temps que vous réclamez, vous revendiquez ce calendrier global? Oh, ça fait des mois et des mois. C'est des mois et des mois. Rappelez-vous, c'était même l'année passée, depuis l'année passée, de 2014. Nous étions toujours en train de réclamer un calendrier global. Bon, avec la pression, la CENI a finalement fait un calendrier dans l'empressement. C'est clair, quand vous lisez ce calendrier, il y a un calendrier d'empressement. On l'a fait, ce calendrier d'empressement. Nous, ce que nous sommes en train de réclamer, c'est de nous présenter quelque chose de réaliste qui va mener le peuple aux élections au moment où il faut, c'est-à-dire dans les dates constitutionnelles. Il y a une partie de ce calendrier, une bonne partie, notamment les élections locales, qui ne sont pas contraignantes. En fait, c'est une partie qui n'est pas contraignante, selon la Constitution. Mais il y a la deuxième partie, le national et le législatif national et la présidence. Ça, c'est contraignant. On ne sait pas aller au-delà de 2016. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous faites précéder le calendrier par des élections qui ne sont pas contraignantes. Et des élections qui vont coûter plus cher. Et des élections qui vont prendre plus de temps. Des élections pour lesquelles vous n'avez pas suffisamment d'argent. Alors que ce n'est pas contraignant. Mais vous voulez mettre ça avant les législatives nationales et les législatives présidentielles. C'est là le problème. Nous disons, c'est pour cela que nous avons dit, bon ok, ils ont fait leur proposition. Maintenant nous allons faire notre proposition, contre-proposition. Et nous avons dit, et c'est notre droit, nous avons dit, prenons la partie qui n'est pas contraignante, les élections locales, mettons ça même en 2017. Où est le problème? Nous avons attendu, non, attendez d'abord. Nous avons attendu les Sénats ici qui étaient contraignants. Jusqu'ici, ce sont des sénateurs périmés. Nous avons attendu les provinciales. Jusqu'ici, ce sont les députés provinciaux périmés. Nous avons attendu les gouvernorats. Jusqu'ici, ce sont des gouverneurs périmés. Vous mettez en cause, et nous sommes là. Vous mettez en cause en fait un calendrier publié par une institution indépendante qui est la CENI. Non, le calendrier, ce n'est pas une proposition. C'est constitutionnel. Ce n'est pas une proposition. Là, il faut. Pardon? Le calendrier publié par la CENI n'est pas une proposition auquel vous devriez. Si, pourquoi il nous a soumis ça? Pourquoi il nous a soumis ça? Et pourquoi ils nous ont demandé notre feedback? Pourquoi? C'est parce que c'est discutable. Un calendrier, ce n'est pas la Constitution qui donne les détails d'un calendrier. C'est quelque chose que les institutions que nous avons mises en place ont monté. Et nous sommes dans le droit, en tant que parti politique, de pouvoir mettre notre avis là-dessus. Et ils sont d'accord. Nous leur avons dit, avant même qu'ils puissent faire ce calendrier, nous leur avons dit, assoyons-nous. Faisons quelque chose en amont.
discutons de ça. Et quand vous allez publier ça, ça va passer sans qu'il y ait un problème. Ils ont refusé. Ils sont allés s'enfermer avec le gouvernement ici. Ils ont fait leur calendrier non réaliste. Ils ont fait sortir ça. Ça a sorti aux yeux de tout le monde. Le monde entier aujourd'hui sait que ce calendrier ne sera jamais respecté dans l'état où il est maintenant. C'est comme ça que certains d'entre nous commencent à parler. Non, il faut qu'il y ait table ronde. Où quelques individus vont s'asseoir, de l'opposition, de la CENI, de la majorité. Ils vont voir dans ce calendrier qu'est-ce qui est réaliste par rapport aux autres propositions. Et que le pays peut utiliser quoi pour qu'on soit réaliste afin qu'en 2016, on ait un président nouveau, un nouveau parlement, de nouveaux gouverneurs, de nouveaux parlementaires de province et de nouveaux sénateurs. En 2016, on doit avoir cela. Les autres en 2017. Pas de bourgmestre élu par la population. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Ça, c'est pas contraignant. C'est pas contraignant. Ça, c'est pas la Constitution. Jusqu'à quand allons-nous mettre fin aux dirigeants à la base illégitimes qui ne sont pas. Ça devient le souci aujourd'hui. Pourquoi? Qui ne sont pas élus par la population. Ça devient le souci aujourd'hui. Pourquoi? C'est depuis 2011 que nous, dans l'opposition, réclamons ça. Personne n'a fait allusion à ça. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Nous disons aussi que ce n'est pas important maintenant. Terminons d'abord avec ce qui est constitutionnel, ce qui est contraignant, et entrons maintenant pour voir les bourgmestres, les membres, les conseillers de communes et les autres. Ça c'est pas contraignant, ça va venir. Laissez le nouveau président de la République et le nouveau Parlement décider de toutes ces questions-là et comment on va procéder avec la nouvelle CENI qui viendra. Voilà. Moi, je crois que c'est plus réaliste. L'opinion publique arrive à conclure que l'opposition semble être trop souciée de n'avoir que de postes, de diriger, au détriment de la population à la base qui sent cette absence de l'autorité de l'État. Hein? Il n'y a pas de chef de quartier qui le représente valablement. Mais ce souci ils ne se reconnaissent pas dans des bourgmestres. Ce souci vient seulement quand l'opposition est en train de dire respectons la Constitution. C'est maintenant que ce souci s'élève. Ce souci, les chefs de quartier, qui a déjà parlé des chefs de quartier, même dans la majorité? Personne. On s'en foutait. Mais ça devient maintenant un débat aujourd'hui parce que nous disons, messieurs, vous arrivez à la fin. Non. Nous devons respecter notre propre constitution, qui ne dit pas que le chef de quartier sera élu tel jour. La constitution ne le dit pas. Mais pour le député national, c'est dit. Pour le président de la République, c'est dit. Ça, c'est contraignant. Nous devons aller vers ça. Je crois que c'est ça notre souci. Ce n'est pas que l'opposition ait ses soucis des postes. Mais qui est celui de l'opposition qui peut dire qu'il sera tel après qu'on ait appliqué la Constitution en 2016? Qui peut le dire? Personne ne peut le dire. Même pas moi. Je ne sais pas qui je serai. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions respecter. Nous devons avoir un nouveau président en 2017. Nous devons avoir un nouveau Parlement, un nouveau Sénat et des chambres provinciales. Voilà. Une proposition de calendrier par l'opposition. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Renverser. C'est-à-dire que maintenant, là, nous devons nous concentrer sur les élections au niveau des provinces, les députés provinciaux, pour qu'ils puissent faire sortir les nouveaux gouverneurs et qu'ils puissent faire sortir les nouveaux sénateurs. C'est faisable avant 2016. En fait, avant la fin 2016. C'est très faisable. Ça, c'est réaliste. Et puis, la Constitution nous le permet. De deux, après ça, nous allons aux élections des députés nationaux. Ils vont faire l'Assemblée ensemble avec le président de la République. En 2016, nous pouvons faire ça. Ça, c'est faisable. Et après ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. On nous donne des intentions pour rien. Faisons ça d'abord. Mettons la propriété dans la maison d'une manière constitutionnelle. Et après, nous allons voir les conseillers des communes, les bourgmestres et tout ça. Ce n'est pas contraignant. Les nouveaux dirigeants peuvent, avec la nouvelle CENI, peuvent organiser ça. C'est ça notre contre-proposition. En termes clairs, s'il y a des gens qui ne comprennent pas, en vous suivant, peut-être qu'ils vont mieux comprendre. Nous ne voulons, c'est plus réaliste de faire ce qui est contraignant, et le reste viendra après. Tantôt, les dialogues. Non, bon, alors, je ne sais pas qui sont dans les dialogues. J'ai entendu ce qui amène déjà l'opinion à croire que
Non, moi, vous avez toujours tendance à se partager les gâteaux autour d'une table que d'aller aux élections, vous avez peur des élections. Non, je crois comprendre que certains partis comme l'UDPS, ils veulent le dialogue. Mais nous, on a déjà dépassé cette étape-là. Je crois que la grande partie de l'opposition Vous n'êtes pas ensemble avec l'UDPS? Non, j'ai dit, ils sont libres de donner leurs avis. Ils ont donné leur avis qu'ils préfèrent aller faire le dialogue. Mais nous sommes dans l'opposition, nous sommes tous dans l'opposition. Mais il y a un groupe de l'opposition. Il y a un groupe. On n'a pas de position commune à l'opposition. Non, pas sur toutes les questions, mais sur l'essentiel, oui. Sur l'essentiel, oui. Les élections en 2016, oui, l'UDPS est d'accord. Alors, nous aussi, on est d'accord. Et nous tous, nous luttons pour qu'il n'y ait pas de glissement. Donc, il y a beaucoup de points qui nous unissent. Mais il y a des gens qui ont aussi des avis là-dedans. Par exemple, moi, je vous dis que mon parti n'est pas pour qu'il y ait dialogue. Mon parti, s'il faut quelque chose, il faut une petite table ronde. Comment on pourra le rendre plus réaliste? Nos propositions sont déjà sur la table. Ils vont aussi parler de ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Sur le plan financier, nous ne sommes même pas d'accord. Je suis très choqué d'entendre les Matates en train de parler qu'ils ont l'argent. C'est choquant. Ils nous prennent pour qui? C'est vraiment choquant. Mais nous disons, s'il faut accepter quelque chose, une petite table ronde, les gens vont discuter du calendrier, pas d'autre chose, pas de partage de pouvoir. Mettez ça de côté. Pourquoi partager le pouvoir maintenant alors qu'il reste une année? Pourquoi le partager? Pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait encore prolongation après? Non. Nous disons non. Respectons notre constitution. Voilà. Nous ne sommes pas pour le dialogue de partage de pouvoir. Non. Nous sommes pour une table ronde pour discuter de ce calendrier en terminant. Ils ont dit que Minakou n'est pas là. Quand on n'est pas là, c'est pour cela qu'on ne répond pas à la contre-proposition de l'opposition. Mais ils sont déjà là, on entend rien. Vous avez relevé les contraintes dans ces calendriers, en fait, les contraintes qui ont été même présentées par la Commission électorale nationale indépendante sur le plan financier et aussi sur le plan des lois. Logistique. Voilà, ça vous rassure que l'argent est disponible. Déjà, ils ont déjà avancé autant de millions pour le municipal, local, autres. Vous n'êtes pas content quand même? C'est du n'importe quoi. Parce qu'ils ont parlé. Nous devons être contents parce qu'ils ont parlé. Combien de fois ils ont déjà parlé, rien n'a été fait? Plusieurs fois. Moi, je crois qu'ils ne se rendent pas compte du danger dans lequel ils sont en train de plonger ce pays. Ça, c'est un dossier dangereux. C'est un dossier dangereux. Il y a des sentiments là-dessus, et des sentiments très forts. Moi, je crois que s'ils sont responsables, s'ils aiment ce pays, qu'ils arrêtent ces projets. C'est macabre. Qu'ils arrêtent ces projets et qu'on aille tout droit aux élections. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas prioritaires avant les élections. Ils veulent brouiller avec cette histoire de découpage, maintenant, dans l'empressement. Mais ça va mener des casses. Hein. Il y a très peu de gouverneurs qui sont chauds avec cette affaire. Pas parce qu'ils veulent garder leur siège, mais tout simplement parce qu'ils savent qu'ils sont assis sur les braises. C'est une question de vie et de mort, cette histoire. Moi, je crois qu'ils doivent être... Et j'aimerais attirer leur attention sérieusement. Soyez conséquents de ce que vous faites. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les esprits des gens. Je ne voudrais pas prendre un ton menaçant, mais je vous dis qu'il y a des réalités. Ne vous amusez pas avec l'État. On ne s'amuse pas avec l'État. Si vraiment ils sont responsables, ils doivent mettre fin à cette démarche. Ils vont créer des rois télé, qui vont créer des guerres, qui vont créer des problèmes, ils ne sauront pas contrôler ça. Le gouvernement qui applique des dispositions de la Constitution qui est obligé, qui est... Oui, mais pourquoi le faire? Passe de 11 à 26. Pourquoi le faire maintenant? L'empressement vient de le faire. Cette constitution a été... Je m'excuse. Ouais. Cette constitution a été faite en 2006, et je vous informe, mon parti à moi, le Patriotes Kabilistes de Musée, nous avons voté contre ça à cause de cette loi. La loi ici des choses. Déjà, mai 2006, j'avais fait un meeting à la Katouba pour dire à la population, il y a des microbes de destruction dans cette constitution, je l'avais dit. Et nous n'avons pas, nous, voté pour cette constitution. Mais, pour ceux qui ont voté, c'est depuis 2006. Depuis 2006, nous sommes en 2015. Presque 10 ans après. Quelques mois avant le départ de Joseph, tout le monde va aller pour aller découper le pays. Mais vous cherchez quoi? Vous entendre parler, quelle est l'intention? M. Moïse Nkongolo, vous êtes contre le processus de la décentralisation? Mais bien sûr, depuis 2006.
Les membres de mon parti n'avaient pas voté pour cette constitution à cause de ces points. Et si les membres de votre parti ne sont pas d'accord et que la majorité de la population estime que cela est favorable pour la population? Oui, c'est ce que nous avait dit en 2006, que toute la population voulait ça, mais nous sommes dit, nous sommes contre. Ça passe. C'est passé. Je suis allé aux élections. Selon cette constitution même si je l'avais refusé, je suis allé aux élections. Mais le problème qui se pose, quel est cet empressement maintenant? Maintenant qu'ils ont échoué plusieurs coups, le tout dernier qui reste, peut-être pas le dernier, dans leur manche, c'est cette histoire de découpage, pour créer une instabilité qui va justifier la continuation au pouvoir. Nous voyons ça de loin parce que c'est vraiment des pièges cousus au fil blanc. On voit ça de loin. C'est ça l'intention qui est derrière ça. Mais moi, je préviens, je préfère prévenir, parce que c'est mon travail en tant que politicien. Je préviens la population. Vous allez avec des plans macabres comme ça, ce qui peut advenir, ils peuvent ne pas être capables de contrôler ça. Je connais. Vous allez diviser les Katanga, messieurs, il faut être fort. Je vous dis. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a précisé que les Katanga n'est qu'une province de la RDC et que tout le monde devait se soumettre à la loi. Donc, très bien. Le Katanga, ce n'est pas une province à part entière. Moi, j'ai dit, ce n'est pas plutôt un pays à part entière, mais ce n'est qu'une province de la RDC, que l'autorité de l'État devait être assumée partout. Moïse Congo le dit au même chef de l'État, il faut préparer le cheval. C'est tout un voyage. Voilà. Monsieur Moïse Nkongolo, parlons un peu, parce que vous enflammez beaucoup plus en rapport avec les élections. Qu'est-ce qui justifie tous ces défilés dans des ambassades, de l'opposition, trop de voyages à l'étranger de l'opposition? Les cas récents, je sais très bien, l'opinion connaît que vous êtes pro-Caméré. Le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, a été menacé aux États-Unis d'Amérique par les ressortissants congolais qui l'ont qualifié de Rwandais. Où est-ce que vous voulez nous amener à toutes ces démarches auprès parfois ce qu'on peut qualifier des ennemis des Congolais? Non, moi je dis qu'il y a lieu de pouvoir d'abord. Il y a deux aspects dans ce que vous venez de dire. D'abord, ce ne sont pas des gens, pour ceux que je connais de l'opposition, que je connaisse, ce ne sont pas des gens qui ont projeté aller là-bas, aller parler avec des gens. Ce n'est pas quelque chose qui est venu des proactifs. On les a invités. Il y a des gens, il y a des universités, il y a des politiciens, des chercheurs qui veulent un peu comprendre l'opposition. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'opposition? On les invite. Ce n'est pas l'initiative de l'opposition congolaise? Non, ce n'est pas l'initiative. Qui a dit que c'était l'initiative? Ce sont des invités. Ils partent, quand ils ont leur visite, sur base d'une invitation. Alors, ils partent comme des invités pour aller répondre à des invitations. Donc, moi je crois que le monde extérieur est très très intéressé sur la situation du Congo. C'est pour ça qu'on appelle les opposants. Mais ils n'appellent pas seulement les opposants, ils appellent aussi les gens de la majorité. Et c'est comme ça que vous voyez ce balai-là, disons, académico-politique, qui se passe au sein de certains partis de l'opposition. Ce n'est pas quelque chose que l'opposition a organisé, ce n'est pas quelque chose qu'on a cherché, non, ce sont ceux-là qui voudraient avoir la version de l'opposition, qui voudraient les voir. Et c'est comme ça qu'ils sont partis dans ce cadre-là. Bon, Vital Kamerhe a été apostrophé par quelques Congolais. Mais d'abord, il a été traité, ça, nous avons vu même les images à certaines chaînes de télévision, il a été traité de Rwandais. Oui, oui, tout à fait. Bon, ça, ce n'est pas grave. Moi, je trouve ça que c'est leur droit. Et d'abord, ce n'est pas une histoire à dramatiser. Moi, je ne trouve même pas pourquoi les gens doivent dramatiser. C'est tout à fait normal. Ils ont le droit de pouvoir réclamer quelque chose s'ils sentent que ça les touche. Mais moi, j'ai vu les images là-bas. Ce n'était même pas un endroit pour ces gens de militants pour entrer là-bas. C'était purement académique. Je ne vois même pas... ils ont été manipulés, évidemment, mais par certains partis. Nous savons, c'est de la manipulation. Quel parti? Aux États-Unis, quel parti vous avez oh là là, mais les partis qui sont ici, ils ont leurs gens là-bas. Vous le savez. Mais ce que moi, je pourrais conseiller à nos amis qui sont à l'extérieur, qu'ils soient sérieux. S'ils veulent vraiment se battre pour ce pays, qu'ils fassent comme moi j'avais fait. Moi, je me donne comme un exemple. J'étais aux États-Unis. J'ai fait ce qu'ils sont en train de faire. Le jour qu'on a crié sur Mobutu, j'étais parmi ces gens-là. Et alors, si vous voulez vraiment, vous êtes sérieux, venez vous battre avec les gens ici. Venez. Faites comme moi. Moi, j'ai laissé mon enfant à une année. 1 mois d'ailleurs.
Ma fille venait de naître, 1 mois après, j'ai pris les armes, je suis rentré pour me battre contre Mobutu jusqu'à la victoire. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé mon travail, au lieu de continuer à se battre là-bas, à embrouiller les gens, battre les musiciens, battre les ceci et cela. Qu'on puisse apostropher Kamere, moi, ça ne m'étonne pas, mais c'est de la majorité, on les a apostrophés comme il fallait. Kengo ici battus comme des enfants et tout. Moi, je trouve que ce n'était pas une chose anormale, mais je crois que le travail de l'opposition continue malgré ça. Ceux qui veulent vraiment se battre, qui viennent ici, ils sont la bienvenue, ils seront dans nos rangs, nous allons nous battre ensemble, au lieu d'aller embrouiller les opposants de l'autre côté. Ils ne gagnent rien. Le Congo n'avance pas avec des actes comme ça. Ça ne payera pas. Venez, battez-vous ici chez vous. Et la victoire ne viendra pas des États-Unis, la victoire viendra d'ici, comme nous avons fait partir la dictature. Nous l'avons fait ici sur le terrain et ça a marché. Et l'extérieur nous a acceptés comme tel. Moi, c'est l'invitation que moi je voudrais. Il ne faut pas faire trop de bruit. J'ai vu sur YouTube des gens qui ont commencé à promettre à venir se battre depuis 2000, je ne sais pas, 4, 2002. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Ils sont encore là en train de parler de l'année prochaine. Alors, vous êtes en train de faire quoi? Vous voulez dire que vous voulez minimiser, vous voulez dire que cette agression ne vous dit rien, ne veut pas dire que parfois... C'est une expression tout simplement de la démocratie, mais au-delà de ça, ça fait quoi? Qui veut dire qu'ils sont contre ce que l'opposition est en train de faire à l'étranger. Non, ils étaient contre... Non, je ne dis pas qu'ils étaient contre... Vous avez tendance à brader les intérêts du pays pour vos propres intérêts. Non. Ça c'est vraiment une question à laquelle je ne veux pas répondre. Mais je dis... Ils se sont exprimés contre l'individu Kamere. Ils ne se sont pas exprimés contre l'opposition. Je dois clarifier là, parce que ça doit être juste. Moi, j'ai vu ça. Contre l'individu, parce qu'on leur a dit que Kamere était un Rwandais, ils ont suivi. De quel Rwandais parle-t-il? Est-ce qu'ils connaissent vraiment les Rwandais? Ou tout simplement parce que quelqu'un vient de Kivu, il est automatiquement Rwandais? C'est vraiment injuste envers Kamere ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment très injuste. Même s'ils croient que c'est la vérité. Mais c'est injuste ce qu'ils sont en train de faire. Kamere qui ne connaît pas chez lui, Kamere qui ne connaît pas sa maman, Kamere qui ne connaît pas son papa, Kamere qui ne connaît pas sa famille, ils sont ici. Sauf que son père est mort. Il a circulé toute cette république. Il n'a jamais été rwandais. Kamere, quand il était à l'Assemblée, il n'a jamais été rwandais. Mais j'étais choqué de voir que la RTNC est en train de mettre ces bêtises là-bas, alors que chaque jour, ils sont en train de mettre des éléments de la majorité, et les éléments officiels, là où Kamere avait défilé comme président de l'Assemblée de ce pays. Et aujourd'hui, la même RTNC va prendre les images, Kamere rwandais, et mettre sur la RTNC 3 jours. C'est honteux tout ça. C'est honteux. L'officiel devrait être au-dessus de... Parce que vous savez, lorsque vous êtes un officiel, c'est pour cela qu'on appelle les ministres d'excellence. Vous devez vous trouver au niveau où vous ne pouvez pas faire de l'amalgame, vous ne pouvez pas faire des partis pris. Monsieur Moïse Nkongolo, est-ce que vous pouvez avouer aujourd'hui que votre démarche trop attachée avec l'extérieur de notre pays donne l'air à penser que vous cherchez à déstabiliser le pays avec les ennemis de la... Non, notre démarche d'abord, c'est plus dur ici que là-bas, mais notre démarche, elle est tout à fait normale. Dans tous les pays, ça se fait. Les pays qui nous regardent là, vous pensez qu'ils ne sont pas intéressés à nous? Ils sont aussi intéressés à nous. Ils veulent aussi savoir. C'est comme ça qu'ils sont en contact avec l'opposition. Et je vous le dis encore une fois, ils ne sont pas seulement en contact avec l'opposition, ils sont aussi en contact avec la majorité. Donc c'est tout à fait normal. Nous pouvons aller faire une campagne pour notre pays, c'est dans notre droit, mais nous ne remplaçons pas la force interne, parce que c'est là que nous sommes, c'est là que nous sommes en train de faire toutes les actions qui sont de grande envergure. C'est ici avec la population qui vit la vie du Congo telle qu'elle va dans sa chair. Voilà notre démarche. Qu'en est-il de son procès, encore une fois, à la Cour suprême de justice, alors que on savait déjà que l'affaire était déjà réglée à l'amiable avec la partie accusatrice? Non, la fois passée, quand il a été convoqué à la Cour suprême, et vous avez vu la mascarade dans laquelle nous avons eu droit ce jour-là. Comment? Le juge est venu dire qu'on ne connaît pas l'adresse de M. Kamere n'était pas enregistrée à la greffe, alors il fallait reporter jusqu'à ce qu'il puisse amener l'adresse. C'est une mascarade, bien sûr. C'est la première dans le droit congolais.
Mais nous avons accepté ça. Mais il faut aussi savoir que même s'il y a eu arrangement à l'amiable selon le droit, même s'il y a eu arrangement avec Mme Wivine Moleka, le parquet se réserve le droit de pouvoir poursuivre tout autre cas s'il juge que c'est dans l'intérêt de la nation. Donc c'est sous cette label-là qu'il est poursuivi. Ce n'est plus une affaire de Wivine Moleka contre Kamere, c'est maintenant la République contre Kamere. Parce que maintenant le parquet a dit non, moi je prends cette affaire. Même si Wivine ne veut pas continuer, moi je prends cette affaire. C'est dans ce cadre-là qu'il est convoqué. C'est la République qui le convoque. Voilà. Qui est derrière ce procès que non, c'est une histoire de régime. Vous savez, c'est politique. C'est politique. Quel est l'intérêt de la population à pouvoir poursuivre Kamere? L'intérêt de la République, parce que c'est ce qu'on présente. L'intérêt de la République de pouvoir poursuivre Kamere, parce que Kamere avait dit que Moleka a triché. C'est quel citoyen qui veut suivre une telle situation pour qu'on puisse en faire une histoire de la République contre Kamere? Parce qu'on veut dire que nous tous nous sommes mécontents parce que Kamere avait dit que Wivine Moleka a triché. Nous tous, la République, nous sommes contre. C'est pour cela que Kamere doit être jugé. Est-ce que ça vous semble être vraiment raisonnable, cette affaire? Bon, il ne reste qu'une seule explication. C'est politique. On veut l'entacher d'un casier judiciaire. Comme ça, il ne sera plus candidat à la présidence selon la Constitution. Et voilà, le tour est joué. C'est ce que nous attendons. Et qu'allez-vous faire si Kamere... Ah bon, ça ce n'est pas quelque chose qu'on va faire maintenant, mais ça ne va pas les rendre très heureux aussi. Qu'ils le fassent, mais ils ne seront pas très heureux non plus. Nous ne le serons pas, mais ils ne le seront pas non plus. Et si la justice a quitté Kamere, qu'allez-vous dire encore? Nous allons dire à ce moment-là que la justice n'a fait que son devoir. Lorsque la justice, lorsque la justice condamne, là, c'est contre la population. Lorsque la non, parce que c'est clair, c'est clair. Quelqu'un d'autre va accuser et puis vous prenez cette affaire. L'opposition, vous rejetez toujours tout. Non, je dis, la plaignante, c'est Wivine. Wivine a aperçu son argent pour terminer cette affaire à côté. Mais alors, vous du parquet, vous venez faire quoi? Si ce n'est que être utilisé comme instrument du régime. Est-ce que vous l'opposition, votre morale sera en place si on arrivait à arrêter Kamere? Oui. En tout cas, moi, oui. Vous pensez que je vais lâcher? Ah non. Ah non. Impossible. Monsieur Moïse Nkongolo, votre parti, le Patriote Demzé. Oui, les patriotes kabylistes, je voulais aussi en parler. Vous avez trop peur des élections, apparemment. Non, non, non. Est-ce que êtes-vous déjà prêt avez-vous déjà aligné vos candidats? Non, pas encore, parce que... non, pas encore. Et nous ne sommes pas d'abord à cette étape, nous sommes à une étape de combat où il faut que les choses puissent se clarifier pour qu'il y ait des élections crédibles. Le combat est en amont. Les élections crédibles, mais nous n'avons pas peur de pouvoir... Entre-temps, le camp de la majorité s'organise tous les jours. Nous voyons des sensibilisations, des formations de leurs membres. Oui, bon, nous aussi. Des élections. Mais entre-temps, vous continuez la lutte. Non, non, nous après, aussi. vous allez décrier tricherie, il y a eu ceci, cela. Vous venez de voir... Alors que le temps, vous ne préparez pas vos membres. Vous venez de voir les chaises des membres qui étaient ici en réunion il n'y a pas longtemps. Et nous sommes en train de préparer. Donc, au niveau du parti, non seulement nous préparons les élections, mais nous sommes en train de faire des réformes dans différents organes du parti. Donc, nous nous préparons en ordre de bataille, quoi. Il faut que les différents organes qui doivent jouer un grand rôle dans les élections puissent être prêts. C'est ce que nous sommes en train de faire à ce niveau ici. Mais dire que nous avons des candidats ici, par là, non, pas encore. Nous sommes dans une étape là où nous, les chefs, nous, les dirigeants, nous devons nous battre pour que ces élections soient clarifiées et que nous puissions y voir clair afin que nous puissions bien sensibiliser nos candidats. Parce qu'il ne faut pas seulement dire non, nous aurons, par exemple aujourd'hui, chez moi à Malembankour, c'est supposé être une province, d'après ce que Joseph a signé. Ok? Et c'est ce qui vous fait peur, parce que vous n'êtes pas encore prêt à aligner des candidats. Non, il y a des gens, les PK, il y en a, les PK à Malembankour, il y en a. Mais je dis ceci, on ne sait même pas ce qui va se passer, comment on va organiser. Le type qui est là, qu'on a mis là provisoirement pour essayer de voir l'administration et tout ça, il est en train de pleurer. Il ne sait pas par où commencer. Et nous allons nous dire ici, moi je serai candidat à Malembankour alors qu'il n'y a rien. Donc vous voyez tout ça. Ils ont amené cette histoire de découpage pour embrouiller même les partis politiques.
pour s'organiser là où il n'y a pas une organisation administrative, ça devient très très compliqué. Vous avez suivi les déclarations de Moïse, il ne sait même pas s'il va rester, il ne sait pas s'il veut partir, il ne sait pas. Il est aussi confus par toute cette... En fait, prise au dépourvu, je dois dire. Donc, vous voyez, donc on est venu nous embrouiller, mais sinon les PK, nous sommes en train de nous réorganiser, surtout au niveau des institutions. Parce que jusque-là, nous allons garder, nous, les provinces administratives d'aujourd'hui, dans le cadre du parti. Nous n'allons pas aller dans les provincettes, nous n'allons pas faire les provincettes dans notre parti. Mais tout ça, nous devons voir, c'est ce que nous sommes en train de discuter au niveau du directoire national. Voilà. Le procès Kamere, revenons encore sur ce dossier. Ça vous intéresse? Ça sera à quand? Le 23. Le 23. Il comparaît ces 23 et nous serons là. Et d'ailleurs, vous allez encore mobiliser vos militants pour aller créer les désordres? Non. Nous appelons les gens à aller au procès. C'est un procès public. Nous appelons tous les partis d'y aller voir ce que les juges vont faire. C'est le droit des citoyens d'y aller. Ce n'est pas quelque chose que nous créons, nous, les partis politiques. Le parquet général de la République s'est ouvert au monde congolais et étrangers qui voudraient aller suivre le procès. Donc nous vous appelons, venez voir le procès qui va se passer et tirer les conclusions en tant qu'un peuple conséquent. Nous vous invitons les 23 de venir, et particulièrement les PK. N'oubliez pas d'être là, nous serons tous là, et nous allons suivre le procès en bonne et due forme. Et nous verrons en quoi ce procès est devenu un procès de la République contre Kamere, au lieu d'être le procès de Wivine Moleka contre Kamere. Nous allons voir si c'était bien réfléchi ou pas, et nous allons tirer des conséquences en tant que les citoyens de ce pays et en tant que politiciens. Voilà. La dernière préoccupation auquel vous n'avez pas répondu? Non, je crois qu'on a parlé de tout et de rien. Pour moi, je crois que ça suffit. Ce que vous voulez savoir, c'est ce que moi je voudrais donner. Merci en tout cas beaucoup pour tout. Monsieur Moïse Nkongolo, ancien ministre de la Justice dans notre pays, président du parti Patriote Kabiliste, un parti de l'opposition. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux en ces jours. Nous vous avions dit dans cette émission, nous vous rappelons encore une fois, vous voulez nous envoyer vos SMS ou nous appeler pour contribuer à cette émission ou y participer. Utilisez le numéro affiché en bas de votre petit écran. Pour nos amis internautes qui sont à l'étranger, au pays, écrivez-nous sur le www.congomikililive.com. Merci et